Bonsoir. Avant de commencer, prenez le temps d'ajuster l'oreiller, de laisser tiédir la tasse de tisane sur la table de chevet et d'inviter le silence à entrer. Ici, l'objectif est simple, apprendre en se relaxant. Je vais parler doucement, sans effet ni hâte, comme on raconte une histoire au coin d'une lampe. Laissez votre respiration trouver son rythme et permettez à vos pensées de se poser une à une comme des feuilles sur l'eau calme. Cette veillée n'est pas une course, c'est une promenade nocturne dans un mythe ancien. Imaginez la Grèce sous un ciel bleu nuit, l'air sent l'olive et la pierre chaude qui refroidit. La mer respire au loin. Dans ce décor, les récits ne sont pas des divertissements, mais des instruments pour comprendre la vie, apprivoiser la peur, se souvenir. Ce soir, nous ouvrons la page d'Hercule, dont le nom a traversé des siècles de voix. Nous n'irons pas chercher l'éclat du fracas, mais la vérité tranquille d'un destin qui s'éveille. L'histoire commence comme un murmure, presque un secret. On raconte que Zeus, maître de l'Olympe, regarda un jour Alcmène, princesse au cœur ferme, et que la beauté mêlée de probité l'émut, par un art divin qui tient à la fois de la ruse et du caprice. Il prit l'apparence d'Amphitryon, l'époux d'Alcmène alors retenu loin de Thèbes. Dites-vous simplement qu'une nuit étira un fil nouveau sur la tapisserie du monde. Peu après, le véritable Amphitryon revint. De cette double conjonction naquirent deux enfants, Iphiclès, entièrement mortel, et Hercule. Marqués par l'étincelle des dieux, leur berceau, posé dans la même maison, contenait déjà deux destins qui ne se ressembleraient pas. L'Olympe, pourtant, ne laisse jamais un fil se tendre sans y poser sa main. Héra, épouse de Zeus, connut l'histoire. La jalousie, chez une déesse, n'est pas seulement une flamme, c'est un vent froid, tenace, qui s'insinue partout, voire vivante. La preuve d'une infidélité la blessa au-delà des mots. Dès lors, elle résolut de rendre la route d'Hercule difficile, non par tapage, mais par cette obstination sourde qui déplace les jours. Les anciens disaient qu'une nuit, deux serpents glissèrent jusqu'au berceau. Le nourrisson les saisit de ses mains d'enfant et la menace se dissipa comme se dissipe un mauvais rêve à l'aube. N'imaginez pas l'effroi, pensez au symbole. La force était déjà là, discrète, lumineuse. Un autre jour, Zeus, emporté par l'orgueil, promit devant tous que le prochain descendant de Persée à naître régnerait sur Argos. Héra entendit, et il lui suffit de toucher l'horloge invisible du monde. Elle hâta l'accouchement de la femme de Sténélos et retarda celui d'Alcmène. Ainsi naquit d'abord Eurysthée, et la promesse tomba sur ses épaules. Rien d'éclatant, pas de tonnerre, seulement un décalage infime, un battement de cœur qui arrive trop tôt. Pourtant, tout était scellé. Hercule, destiné à briller, devrait désormais servir un roi peureux et porter sur son dos, dès le départ, la contrariété d'une promesse détournée. Regardez maintenant la scène comme on regarde une ville qui s'endort. Alcmène veille. Amphitryon tient sa maison. Le monde divin et le monde humain se frôlent. Héra n'est pas un monstre, mais une blessure qui ne guérit pas. Zeus n'est pas un juge, seulement un dieu de serment trop rapide. Et au milieu, l'enfant. Il n'a rien choisi, mais il porte déjà l'ombre et la lumière. C'est cela que nous emmènerons avec nous. L'idée qu'un destin peut être tracé sans éclat, à voix basse.
et que l'on peut l'écouter sans se troubler. Laissez vos épaules s'abaisser, respirez. L'introduction est posée, une invitation à la détente, des origines mêlées, la jalousie des rats et ce destin orienté avant même le premier pas. Bientôt, nous suivrons Hercule. Ce soir, simplement, sachez qu'il marche déjà et que nous marcherons à son rythme. Quand on parle d'Hercule, on imagine aussitôt la peau du lion sur ses épaules, la massue levée, l'éclat des exploits. Pourtant, avant la rumeur des 12 travaux, il y eut des jours simples, presque domestiques, et c'est par là que commence vraiment son histoire d'homme. Voyez Thèbes à la tombée du jour, les toits tiédissent encore de lumière, des voix montent des cours, on aperçoit des draps qui sèchent, quelques jarres posées à l'ombre. Hercule marche d'un pas calme dans la rue, il salue, on lui rend son salut. Rien d'héroïque, une vie qui cherche l'ordinaire. Il a épousé Mégara, la fille du roi Créon, et cette union, bénie par les vieillards et admirée par la jeunesse, a donné à la ville un sentiment d'assise. Mégara parle doucement, avec cette manière claire qui apaise les colères. Hercule l'écoute plus qu'il ne répond, car sa voix à lui est mieux faite pour se taire et porter. On les voit parfois sur la terrasse, un enfant contre chaque genou, un troisième roulé dans une couverture légère, et ce bonheur sans emphase à la saveur du pain encore chaud. Rien ne laisse prévoir que cet équilibre si simple, tissé de gestes répétés, va se briser à ce moment-là. Hercule n'est pas un demi-dieu bravant des monstres, il est un mari, un père, un voisin. Et l'on se dit, en regardant la scène, que la force la plus rare n'est peut-être pas celle qui terrasse, mais celle qui consent au quotidien. Zeus regarde cet homme depuis l'Olympe et, pour un instant, semble presque satisfait. Alcmène, la mère, se tient à distance, mais son regard ne quitte pas la maison de son fils. Amphitryon, le père nourricier, hoche la tête, comme pour dire que la vie a bien travaillé. Mais il y a d'autres yeux sur cette paix, des yeux qui gardent mémoire. Héra, l'épouse de Zeus, ne s'est pas oubliée. La jalousie ne se déclare pas toujours par des éclats. Elle peut aussi vivre comme un vent froid, patient, qui s'insinue dans les pierres. Un bonheur né d'une infidélité, fût-il enveloppé d'innocence, n'est pas un bonheur qu'elle consent à regarder sans intervenir. Les dieux grecs, les anciens le savaient, ne sont pas des figures de pure bonté. Ils portent les défauts des hommes avec la superbe des immortels. Héra, en cela, est parfaitement grecque, blessée, tenace, réglée par une idée inflexible de la justice qu'elle se doit à elle-même. La nuit où tout bascule ne fait pas de bruit. Une brume s'installe, comme si l'air lui-même avait décidé de peser. Dans la chambre, les enfants dorment. Mégara ajuste une couverture. Hercule, rentré tard, pose sa main sur une épaule, dit peu. Il n'y a ni présage flamboyant, ni oracle qui frappe à la porte. Simplement, l'ombre des rats se décante en une maladie de l'esprit, et la raison d'Hercule, si solide d'habitude, se fissure avec une soudaineté indéchiffrable. On dit folie. Mais ce mot, trop net, ne parvient pas à décrire cet état où la réalité se déforme sans se rompre, où les visages familiers se couvrent d'un masque hostile, où les gestes se mettent à répondre à des menaces qui n'existent pas. Les mythes, par pudeur, gardent une distance. Imitons-les, disons seulement qu'un délire s'abat,
que la maison se remplit d'un tumulte sans écho et que l'aube, quand elle vient, trouve la cour silencieuse comme un sanctuaire abandonné. Le réveil d'Hercule est sans cri. Il regarde ses mains, regarde le sol, regarde ce qui ne respire plus. La mémoire revient par plaques, puis par blocs entiers, puis comme un fleuve de pierre. Le monde devient un poids impossible. On raconte qu'il a voulu se tuer et que Thésée, cousin d'Athènes et compagnon d'épreuve, l'en a empêché. Il faut imaginer la scène non pas comme un combat, mais comme une lente reconquête de la respiration. Quelqu'un est là, qui retient la main, qui dit des mots simples, qui tient une présence assez ferme pour empêcher l'irréparable. Qu'un héros ait besoin d'un autre héros pour demeurer en vie, cela, déjà, est une leçon plus puissante que toutes les victoires. Il n'y a pas d'orgueil dans la détresse. Il n'y a que ce besoin d'un appui, fût-il provisoire, pour traverser l'instant. Hercule quitte Thèbes. Il marche comme on marche après l'orage, avec cette fatigue lourde qui suit l'éclair. Les rues qu'il a saluées tant de fois ne le retiennent pas, et la ville, si prompte d'habitude à le fêter, choisit le silence. On ne sait pas comment consoler un homme qui n'a pas seulement perdu, mais détruit ce qu'il aimait. Alors il va vers Delphes, parce que Delphes est le centre où l'on demande ce que le monde attend de nous, quand nos forces ne suffisent pas à le deviner. La route n'a pas besoin d'être décrite, elle s'écrit comme un repentir, pas après pas, sans retour, dans la poussière et sous la lumière. Parfois, des enfants le reconnaissent et veulent courir à lui. Leurs mères les retiennent d'un geste attentif. Les vieilles femmes regardent de loin, puis baissent la tête. Ils ne s'offensent de rien. Ils marchent, c'est tout. Delphes, quand on y arrive, ne ressemble pas à une place de marché, c'est un souffle. Le rocher porte des colonnes. L'air a une odeur de résine et de pierre chaude. Et le sanctuaire d'Apollon semble respirer comme un vivant. Ici, depuis si longtemps que personne ne sait combien de générations l'ont dit, la Pythie s'assoit et parle. Elle ne dit pas l'avenir comme on lit une carte. Elle laisse passer à travers elle la parole du Dieu, étrangère et pourtant précise. Hercule ne vient pas comme un conquérant, mais comme un homme qui a besoin d'une règle simple à suivre, de cette ligne claire que l'on se donne quand la nuit vient trop vite. On le purifie selon les rites, ablutions, offrandes, gestes mesurés qui nettoient l'âme en lui donnant des gestes à accomplir. Ce n'est pas de la superstition, c'est une pédagogie du chagrin. Quand la Pythie parle, personne n'interrompt, les mots s'organisent d'eux-mêmes, ralentis, soumis à une gravité qui les porte. Elle dit que l'impureté ne se lave pas d'un coup, que la faute commise sous l'empire de la folie n'est pas la faute d'un cœur, mais que le monde, pour se recomposer, demande une réparation à la mesure du désastre. Elle dit qu'Hercule servira Eurysthée, roi d'Argos et de Mycène, pendant 12 années complètes, et qu'il accomplira, à la demande de ce souverain, des travaux qui paraîtront impossibles. Elle ne s'attarde pas, car l'oracle n'explique pas, il trace. Le silence qui suit est long, mais il n'est pas vide. Hercule incline la tête, il ne discute pas. La discussion appartient aux heures où l'on cherche à gagner du temps. Lui sait que le temps doit au contraire commencer. À quoi ressemble un serment quand il engage un homme pour 12 ans? Peut-être à une corde que l'on passe autour de sa taille, non pour se lier, mais pour se tenir debout. Hercule, qui ne demandait ni excuse
ni oubli, reçoit cette injonction comme une grâce. Il n'est pas absous, il est requis, il ne se voit pas pardonné, il se sait convoqué, et pour quelqu'un dont la force a toujours trouvé sa forme dans l'acte, cette convocation est une providence. Le remords peut écraser comme une montagne. L'action, même injuste, même commandée par un roi médiocre, peut creuser dans ce poids une galerie où l'air passe. Il y a des douleurs que seule l'œuvre soutenue peut rendre respirables. On objectera qu'Eurysthée, celui-là même que le caprice des rats a fait naître avant l'heure, ne mérite pas d'être servi par Hercule. C'est vrai, mais le mythe ne parle pas de mérite, il parle de nécessité. Eurysthée est l'occasion d'une réparation, non son bénéficiaire. Il est même, d'une certaine façon, l'épreuve, ce visage de la petitesse devant lequel l'âme doit rester droite. Servir un grand est aisé, servir un faible sans le mépriser est l'un des exercices les plus terribles que l'on puisse imposer à la fierté. Hercule, en acceptant, ne se soumet pas à un homme, il se soumet à la forme que prend, pour lui, la justice du monde. Il sort du sanctuaire allégé, non de sa peine, mais de son désordre. Il sait ce qu'il doit faire, et la connaissance d'un devoir suffit parfois à remettre l'air en mouvement. Les prêtres parlent bas, les pèlerins se tiennent à distance. On devine chez certains un étonnement. Comment le plus fort des hommes peut-il devenir, en un instant, serviteur d'un roi qu'on ne respecte guère? Mais les Grecs aimaient ces torsions de la fortune qui forcent l'esprit à se tenir éveillé. L'âme s'élargit davantage à l'âpreté qu'à la facilité. Sur la route qui le ramène vers Tirynthe, siège d'Eurysthée, Hercule éprouve un curieux repos. La peine n'est pas partie, elle s'est, disons, rangée. Elle marche avec lui, mais ne l'encombre plus comme un paquet mal ficelé. Quand la fatigue le gagne, il pense à Mégara, et ce souvenir, au lieu de l'écraser, lui offre la direction. Tout ce qui sera accompli désormais le sera sous cette lumière-là, non pour effacer, mais pour honorer. Il ne parle pas beaucoup à ceux qu'il croise. Les conversations longues conviennent aux jours sans programme. Lui a reçu un calendrier impérieux. Eurysthée, de son côté, n'attend pas avec sérénité. On le dit peureux, prompt à se cacher, et l'idée d'avoir à commander Hercule le remplit d'une terreur qui confine au ridicule. Il a pourtant ce pouvoir, donner des ordres. Voilà toute la difficulté de la politique et la sagesse cruelle des mythes. Le pouvoir ne va pas toujours au courage. Quand Hercule paraît, il n'y a ni fête ni faste. Un messager fait l'intermédiaire, des instructions sèches tombent. Le roi ne veut pas le voir. Cet effroi presque comique deviendra, plus tard, un motif que les artistes aimeront. Mais sur l'instant, il n'y a rien de drôle. Un homme va demander à un autre homme des tâches qui sont autant de tombeaux possibles. Et ce second homme accepte, parce que c'est la seule manière pour lui de demeurer à hauteur de son nom. Il convient, avant de parler des travaux, de comprendre ce que ce serment change chez Hercule. Il y avait en lui, depuis la naissance, une division, une part humaine, fragile et ardente, et une part divine, péremptoire, presque insoucieuse. La folie, on s'en étonnera peut-être, a réconcilié ces deux parts en les obligeant à se reconnaître. La part humaine a mesuré sa capacité de chute,
La part divine a compris qu'elle ne sauve de rien si elle ne se fait pas service. De là vient l'étrange douceur qui, désormais, enveloppe ce héros. Il ne cherche plus à prouver, il cherche à réparer. Et cette orientation minimale suffit à transformer la force brute en vertu patiente. Mégara, pourrait-on demander, qu'advient-il d'elle dans cette histoire? Les mythes, par pudeur encore, ne s'attardent pas à composer des tomes pour la douleur des morts, mais on peut décider d'ouvrir un instant la fenêtre. Mégara demeure dans la mémoire d'Hercule comme un souffle intact. Rien en lui ne mettra un vernis d'oubli sur ce qui fut. Sa fidélité, paradoxalement, passera par l'acceptation d'une œuvre qui l'en éloigne chaque jour, accomplir, avancer, tenir parole. C'est ainsi qu'il parlera d'elle quand on l'interrogera longtemps après, sans employer son nom à tout propos, mais en faisant de sa droiture une règle silencieuse. Cette manière, si française d'une certaine façon, ne pas dire tenir, aurait plu à nos moralistes. Quant à Héra, elle n'a pas disparu. Les dieux ne se retirent pas parce que les hommes prennent un chemin. Ils observent, ils testent, ils interviennent. La jalousie, chez elle, n'est pas une ivresse qui s'épuise. C'est un système qu'elle entretient avec une rigueur d'administratrice. Elle ne se satisfait pas de la solitude d'Hercule. Elle voudra, plus tard, faire dérailler les tentatives de paix, semer des malentendus, tordre les alliances. Mais pour l'heure, son œuvre est accomplie. La folie a frappé, la maison est vide, le héros est en route pour le service. Elle regardera la suite avec cet œil où l'on ne distingue ni joie ni tristesse, seulement l'assurance que l'ordre qu'elle croit juste se déploie. À Delphes, peut-être un prêtre commande déjà l'oracle. 12 années, 12 travaux, le chiffre plaît à l'esprit autant qu'à l'oreille. Il a cette rondeur qui ferme sans exclure, comme un anneau que l'on fait tourner entre ses doigts. 12, c'est un cycle complet, une année multipliée, une roue de tâches qui se répondent. Hercule entend le nombre sans y chercher des mystères. L'énigme, ici, n'est pas dans le chiffre, mais dans le consentement quotidien qu'il exigera. Rien ne sera gagné une fois pour toutes. Chaque travail demandera le corps entier, l'intelligence entière, la patience entière. Il n'y a pas pire fatigue que celle-là. Recommencer. On aime, en France, l'idée de rédemption par l'effort régulier, cette liturgie laïque qui fait des jours la matière d'un salut discret. La quête d'Hercule répond à cette pente. Il ne s'agira pas d'un coup d'éclat qui effacerait tout, il s'agira d'une suite d'actes droits, ajustés au réel, qui referont l'homme pas à pas. Il y a là quelque chose de profondément apaisant, même pour celui qui écoute dans son lit. On n'exige pas de lui des prouesses, on lui montre un homme très fort qui apprend la vertu la plus humble, celle de persévérer. Ce n'est pas un miracle, c'est une tenue. À ceux qui craignent la violence de ces récits, on peut répondre que la parole qui les porte les adoucit. Les monstres, les armes, les cris, tout cela, raconté dans le style des veillées, se met à flotter comme des images un peu lointaines, utiles seulement pour dire la forme d'une difficulté. Nous garderons donc ce pas lent, ce ton bas, cette manière de laisser un peu de nuit autour des scènes, comme on bouche à demi une fenêtre pour que la chambre reste propice au repos. Le tragique ne disparaît pas, il est tenu à distance, avec respect.
Lorsque Hercule entre à Tirynthe, l'état d'esprit qu'il habite n'a plus rien à voir avec la gloire. Il se présente non comme une force à louer, mais comme une force à employer. Le mot « serviteur » n'a rien d'humiliant pour lui. Il signifie que sa vie se range sous une règle qu'il n'a pas instituée. On pourrait presque dire qu'il est heureux, non d'un bonheur vif, mais de ce calme que l'on éprouve quand une décision juste s'impose enfin. On pourrait croire aussi qu'il redoute la suite. Ce serait mal le connaître. La crainte appartient au moment où le moi se met au centre. Lui, désormais, s'efface derrière la tâche. Un messager d'Eurysthée le fait attendre, puis énonce la première mission. Les travaux suivront, l'un après l'autre, comme une suite musicale dont chaque mouvement reprendra un motif en le déplaçant. Mais ce qui importe ici, dans ce contexte tragique et cette quête qui s'amorce, c'est le sens que prend chaque pas. Faire, non pour se grandir, mais pour remettre en ordre ce que la folie a jeté à terre. Tout le monde, un jour, a rêvé d'un tel accord entre sa force et sa conscience, que l'action cesse d'être agitation, qu'elle devienne service. Hercule, par une route dure, a reçu ce privilège. Il n'est pas certain que Zeus comprenne très bien ce qui l'a déclenché. Les pères qui ont trop de pouvoir finissent parfois par perdre la mesure du bien qu'ils prétendent vouloir. Il n'est pas certain non plus que les moires s'attardent à regarder l'homme qu'elles ont contraint. Elles tressent, elles laissent. Quant à nous, nous pouvons simplement admirer la justesse secrète de cette loi qui, au cœur même du malheur, ouvre une voie où l'homme peut continuer de marcher sans se trahir. Le soir, Hercule s'arrête avant les murailles et s'assoit. Il n'allume pas de feu. La lumière qui reste suffit et la fatigue fait son œuvre. Il pense à Mégara non comme on pense à une blessure que l'on gratte, mais comme on pense à une étoile que l'on ne quittera plus des yeux. Il se dit que chaque pierre posée désormais sur sa route, il la posera de façon à ce que sa mémoire, à elle, y trouve un appui. Cette résolution, légère comme une main sur une épaule, tient lieu de prière. On a tort de croire que les héros ne prient pas, ils prient avec leurs actes. Le lendemain, ils se lèvent avant le soleil. L'air a cette fraîcheur fine qui fait du bien au visage. Il resserre la peau du lion de Némée, non comme un trophée, mais comme une couverture que l'on ajuste. La massue, dans sa main, n'a pas l'air d'une menace, elle a l'air d'un outil. C'est ainsi que commence la rédemption, quand les objets qui servaient à triompher servent à servir. Hercule n'oublie rien, ne nie rien, n'embellit rien, il consent. Ce verbe, dans sa simplicité, contient toute la difficulté et toute la grandeur de l'entreprise. Delphes, ce jour-là, recevra sans doute d'autres hommes qui demanderont l'avenir, un général inquiet, un marchand qui hésite, une jeune femme que l'amour déroute. L'oracle répondra comme il peut, par signes et par images. Mais à l'échelle du monde, peu de paroles reçues ce mois-là auront la portée d'une phrase dite à un seul homme. Tu serviras Eurysthée 12 ans et tu accompliras ses travaux. Dans l'immense bibliothèque des choses dites, certaines phrases sont des charnières, celle-ci en est une, et il est beau qu'elle ne soit pas éclatante, qu'elle ne s'accompagne d'aucune vision. La vérité, souvent, s'offre assise, sans geste. En France, on aime la manière dont certaines vies se redressent sans bruit, par fidélité à un plan qu'elles n'ont pas choisi. On aime la discrétion des conversions lentes,
pas religieuse nécessairement, mais morale, intérieure, qui ne se donne pas en spectacle. La trajectoire d'Hercule, si on la dépouille des fanfares que l'imaginaire y remet sans cesse, ressemble à cela, une décision tenue. Aussi, quand vous éteindrez la lumière, vous pourrez emporter cette image. Un homme puissant qui a appris à demander une règle, qui l'a reçue et qui l'obéit sans se raidir. Ce n'est pas une leçon d'abaissement, c'est une leçon d'accord. Le contexte tragique n'est pas un préalable dont on sortirait vite. Il demeure comme une base continue tout au long de l'œuvre, mais la quête de rédemption lui superpose, peu à peu, une autre musique. Les deux se mêlent, et le chant qui résulte de ce mélange a cette profondeur qui aide à dormir, non parce qu'il ennuie, mais parce qu'il rassure. Le monde a sa dureté, il a aussi ses remèdes. Les dieux blessent, les hommes peuvent réparer. Et quand l'un d'eux, comme Hercule, accepte de mettre sa force au service de ce rétablissement, nous respirons mieux, même allongés, même loin, même des siècles plus tard. Ainsi s'achève ce moment du récit. Mariage, bonheur bref, folie envoyée par Héra, meurtre tragique, marche vers Delphes, oracle, serment, tout est en place, sans précipitation. Les 12 travaux viendront, et chacun d'eux dira à sa façon la même chose, qu'il y a, au cœur des plus sombres nuits, un fer juste par lequel l'âme se remet droite. Pour l'instant, vous pouvez fermer les yeux, laisser la maison de Thèbes s'effacer. Voyez la route vers Tirynthe se dérouler comme un ruban gris, et gardez au fond de vous cette simple certitude. L'histoire qui commence désormais ne cherchera pas à vous secouer, mais à vous tenir compagnie, avec cette voix qui ne hausse jamais le ton et qui, pourtant, porte loin. La nuit s'installait à Mycène comme un linge bleu posé sur les remparts, et la cour d'Eurysthée ne bruissait plus que de pas mesurés. On eût dit que la ville retenait son souffle chaque fois que le messager partait, porteur d'un ordre nouveau pour l'homme que tout le monde regardait à la fois avec crainte et avec espérance. Héraclès recevait ces injonctions sans protester, comme on reçoit la direction du vent, non parce qu'il les jugeait justes, mais parce qu'il savait qu'au bout de ce service se tenait une paix à reconquérir. Les 12 travaux ne furent pas un alignement d'exploits, mais 12 respirations longues dans lesquelles sa force se transforma, quittant la fureur pour devenir maîtrise, quittant l'orgueil pour devenir service. Et c'est ainsi que commence, au pas lent d'un récit, qu'on dit pour apaiser les veilles, la traversée du monde par un seul homme. Le premier ordre l'envoya vers Némée. Les pentes pierreuses retenaient la chaleur du jour comme une braise lente, et les bergers indiquaient, d'un geste qui ne souffrait pas de commentaires, la direction du ravin où l'on avait vu le lion. On parlait de sa peau comme d'une cuirasse que nul fer ne pouvait entamer. Les flèches, disait-il, se pliaient en heurtant sa fourrure. Héraclès alla pourtant, non par bravade, mais parce que la peur des autres ressemblait à un appel. Dans la gorge d'ombre où l'animal se tenait, le silence avait cette densité qui précède l'orage. Le héros arma son arc, tira, vit l'échec, comprit. Parfois, la vérité se présente d'un seul tenant. Ce n'est pas l'arme qui vaincra, c'est la main. Quand le lion bondit, il le saisit au vol, le serra jusqu'à sentir le souffle se défaire, non sans recevoir sur ses épaules la morsure des griffes. Quand tout redevint muet
Il coupa la peau avec les propres griffes de la bête, seule l'âme assez dure, et la jeta sur ses épaules. Cette peau ne fut pas un trophée, elle fut un vêtement d'attention. À partir de ce jour, la force d'Héraclès ne se manifesta plus sans prudence. La route vers Lerne avait l'odeur verte des marais et des roseaux écrasés. Là, l'hydre dressait ses 9 têtes de serpent au-dessus d'une eau stagnante. Héraclès entra, la massue levée, et les coups se tordirent comme des fouets vivants. Il en abattit une, puis 2, et vit avec stupeur que, de chaque blessure, 2 repoussaient. On perd parfois une bataille contre la multiplication. Alors Iolao, ce jeune compagnon dont la fidélité s'exprimait sans phrase, eut l'idée simple: coupe et je cautériserai. À chaque tête qui tombait, la flamme scellait la plaie. Le monstre, qui semblait n'être que prolifération, se trouva devant plus ingénieux que lui, lorsque la tête immortelle apparut, hérissée d'une rage aveugle. Héraclès l'arracha et l'enfouit sous un rocher. Le marais reprit sa respiration. Plus tard, il enduisit la pointe de ses flèches du sang venimeux, non comme on se dote d'un privilège, mais comme on conserve un outil dans un coffre, avec la conscience aiguë qu'il faudra un jour le payer. À Lerne, il apprit que la coopération peut plus que la vigueur et que le courage c'est demander une main. Pour la biche de Cérynie, il ne s'agissait ni de tuer ni même de blesser. Artémis en avait fait son animal, léger comme un rayon, avec des cornes d'or et des sabots d'airain qui frappaient le sol sans bruit. Héraclès la poursuivit au long de l'année, laissant les saisons passer sur ses épaules, la neige fine sur sa nuque en hiver, la poussière chaude dans ses cheveux en été, puis les pluies, serrées du printemps et le grand bleu d'automne. Il ne la talonnait pas pour la battre, mais pour la rejoindre au point où l'épuisement se change en consentement. Un matin, au bord d'un ruisseau, elle s'arrêta, et l'on eût dit que le monde retenait l'eau pour entendre le geste. Il la saisit avec une délicatesse d'apiculteur, la chargea sans la meurtrir. Artémis, surgissant de l'ombre comme une ligne claire, demanda compte. Héraclès, posant le genou, dit l'obéissance qu'il rendait à une parole plus haute que celle d'un roi. Il promit de rendre la bête, la déesse, apaisée, laissa passer. Il y a des victoires que l'on gagne à voix basse. Érimante sentait l'hiver, les sapins s'alourdissaient de neige, et le sanglier, bête plus ancienne que la peur, saccageait les cultures. Affronter de face c'était folie. Héraclès le comprit vite. Il le poussa jour après jour vers les hauteurs, l'incitant à courir jusqu'au souffle court. La neige, complice, fit son œuvre. Le monstre s'enfonça, trébucha, se trouva captif d'un piège sans corde. Le héros le lia, le porteur d'armes suivit, et le convoi descendit des pentes. Quand on le présenta à Eurysthée, la frayeur du roi fut si vive qu'il se laissa glisser dans une jarre de bronze, image parfaite de la lâcheté qui se croit prudence. Pour Héraclès, ce n'était ni risible ni tragique, c'était une conséquence. Il apprit cependant qu'on peut triompher sans se battre, par l'usage patient de l'épuisement. Les écuries d'Augias n'avaient pas été nettoyées depuis des décennies. La puanteur, lourde comme un nuage, s'accrochait aux figuiers. Les mulets renâclaient à l'approche. Le roi promit de grands troupeaux s'il était délivré en un jour de ce fardeau impossible. Héraclès ne prit ni pelle ni balai. Il marcha jusqu'à l'Alphée et au Péné, observa leur cours.
leur force, l'inclinaison du terrain. Puis il fit ce que la puissance la plus nue fait de plus intelligent. Il détourna. Les fleuves entrèrent dans les étables, roulèrent la souillure, l'emportèrent vers plus bas. Le soir, un air neuf se posait déjà sur Élis. Augias, perfide, refusa de payer. Héraclès n'insista pas, il garde parfois en réserve, pour le temps opportun, la rectification qui s'impose. Ce jour-là, il sut définitivement que l'intelligence élève la force à la dignité de l'œuvre. Au lac Stymphale, le mal venait du ciel. Des oiseaux au bec d'airain, aux plumes comme des lames, rendaient l'air dangereux. Leurs cris même blessaient. Il fallait, pour une fois, un instrument qui ne soit pas la main. Athéna, qui aime les hommes dont la force consente à la mesure, lui apporta des crotales de bronze forgées par Héphaïstos. Le vacarme qu'ils produisirent fut d'une franchise qui n'admet pas de réplique. La nuée décolla, l'air se stria de battements et l'archer put enfin viser. Les flèches quittaient la corde comme des phrases justes. Les oiseaux tombaient dans les roseaux avec le bruit d'un fer qui cède. Le reste s'enfuit et le lac reprit sa lumière. Ici, le héros ne fut pas sorcier, il fut technicien. La technique, offerte par la main d'un dieu, n'humiliait pas sa force, elle la mettait à sa juste place. Le taureau de Crète rappelait que les dieux de la mer n'oublient pas. Poséidon l'avait envoyé à Minos, qui avait rechigné à le sacrifier. Le taureau rendait la faute au centuple, ravageant les cultures et les maisons. Héraclès traversa léger, marcha dans les champs couchés, trouva la bête. La lutte eut quelque chose d'une danse rude. Les sabots frappaient, les cornes traçaient des arcs blancs, et le héros, patient, attendait l'angle qui conviendrait à ses mains. Il saisit, retint, plia. La puissance est parfois ce geste d'ajustement où l'on accompagne la charge pour la détourner. Il ramena l'animal vers Mycène. Eurysthée trembla encore. Le taureau, plus tard, s'égara vers Marathon. La mythologie, comme les fleuves, relie les terres par les mêmes eaux. Héraclès sentit, ce jour-là, qu'il n'est pas de victoire isolée. Chaque acte entre dans une trame. La Thrace, rude et froide, gardait sous les planches de ses écuries des juments carnivores. Diomède les nourrissait d'hommes. Il y a des barbaries qui, faute d'être châtiées, deviennent système. Héraclès ne discuta pas. Il prit les juments, affronta le roi et ses gardes, puis, pour briser la mécanique du mal à sa source, il livra à ces bêtes l'auteur de leur faim. La scène ne se raconte pas en détail, parce que nous voulons dormir. Disons seulement qu'après ce moment, les juments n'eurent plus la même œil. Apaisées par ce retournement de justice, elles suivirent le héros comme suivent les chevaux qui ont enfin reçu un maître. De cette tâche, il garda la certitude que parfois, pour tarir la cruauté, il faut la renvoyer à la bouche qui l'alimente. Au pays des Amazones, l'air lui-même semblait tenir son arc. Hippolyte, ceinte d'une ceinture donnée par Arès, recevait Héraclès sans défiance. Il exposa la demande. On lui avait ordonné de rapporter la ceinture. Il ne voulait ni ravir ni profaner. La reine, qui savait reconnaître un courage sans arrogance, promit, erra, jalouse, investit alors les oreilles. Un murmure précéda la blessure, disant que l'étranger emporterait leur reine, que sa douceur cachait un fer. La rive devint champ de bataille. Dans la confusion, Hippolyte tomba et la ceinture, au lieu de circuler comme un gage, devint butin.
Héraclès la prit avec une gravité sans triomphe. La diplomatie avait presque suffi. Une voix au-dessus avait troué la toile. Il comprit ce soir-là que les accords que l'on tisse à hauteur d'homme restent fragiles tant que les dieux n'acceptent pas de s'y taire. À l'Occident, là où la mer se teinte au soir d'un rouge qui n'appartient qu'aux dernières heures, vivait Gérion, 3 corps assemblés, gardant un troupeau de bœufs d'une teinte d'argile fraîche. Pour atteindre l'île Érythie, il fallut à Héraclès plus que la patience, il fallut de l'entêtement heureux. Le soleil chauffait si fort qu'on dit, et se dire vaut ce qu'il vaut, qu'il décocha une flèche au disque lui-même, et qu'Hélios, amusé de cette audace, lui prêta sa coupe d'or pour traverser. Qu'importe la littéralité, retenons qu'il franchit des étendues où l'homme n'avait pas de relais. Sur la plage, Orthros, chien à 2 têtes, vint le premier et tomba. Eurytion, le berger, suivit, puis Gérion, l'armure brillante, leva ses 3 lances à la fois. Une flèche, une seule, troua l'espace, et le géant s'écroula de tout son poids. Le retour long passa par des peuples qui n'avaient pas encore de nom, devant le détroit qui séparait les terres. Héraclès dressa 2 colonnes pour marquer non sa gloire, mais la limite où l'homme avait posé le pied. L'épreuve avait changé d'échelle, c'était un tracé sur la carte. Les Hespérides vivaient auprès d'un jardin où l'or poussait, non sous forme de minerais, mais sous forme de fruits, ces pommes que tout le monde voulait et que nul ne pouvait cueillir. Un dragon, Ladon, veillait, multipliant ses têtes comme on multiplie les questions. Héraclès, qui avait retenu la leçon de Lerne, évita le front. Il gagna la montagne où Atlas tenait le ciel, les bras si lourds qu'on en avait mal pour lui. « Laisse-moi ce poids, dit-il, et va chercher les pommes. » Atlas, soudain allégé, partit au pas presque léger d'un homme qui retrouve son souffle. Quand il revint, la charge que d'autres portaient lui parut dérisoire. Il proposa de porter lui-même les fruits à Eurysthée, laissant le héros sous la voûte, piège presque aimable. Héraclès, sans hausser le ton, eut cette idée de tailleur. « Reprends un instant, que j'ajuste sur mes épaules la peau du lion. » Le titan reprit, et le héros, tenant les pommes, s'éloigna. La ruse, ici, ne fut pas une trahison. Elle fut la forme que prit pour éviter la violence. L'intelligence polie restait le seuil que nul vivant ne franchit d'habitude. Eurysthée exigea que Cerbère fût conduit à la lumière pour être vu et rendu ensuite à sa place. Héraclès demanda aux dieux le rite nécessaire pour ne pas offenser la maison des morts. Hermès ouvrit la voie, Athéna veilla, Hadès reçut l'hôte avec cette impartialité qui sied au maître d'un royaume où tout le monde entre. « Tu peux prendre le chien, dit-il, si tu peux le maîtriser sans armes. » À l'entrée, Cerbère souffla, et le souffle sentait la terre humide. Il fallut s'enfermer dans la lutte, sentir les crocs sans lâcher, étreindre les 3 coups à la fois, comme on étreint une angoisse pour la convertir en souffle. Quand la bête cessa de se tordre, Héraclès la tira vers le jour. La surface, pour le chien, fut un supplice de lumière. Il vomit une écume noire qui, dit-on, fit naître sur le sol l'aconite. Eurysthée, à la vue des 3 gueules, perdit ce qui lui restait d'assurance et demanda que l'on rendît le gardien à son poste. Héraclès obtempéra. La mort
qui n'avait pas arrêté sa main, retourna à son ordre. On ne dérange pas longtemps ce qui garantit l'équilibre. On croit peut-être que ces épreuves ne livrent que des images de pierre, bonnes pour les frontons et les amphores. On se trompe. Chaque travail a déposé en Héraclès une manière d'être au monde, et dépose en nous, qui l'écoutons, de quoi replacer nos jours. Le lion a pris la force nue, mais aussitôt dompté par l'usage. L'hydre, l'alliance entre la main et l'esprit, et la nécessité de demander l'aide. La biche dit la patience, la capacité à gagner sans abattre. Le sanglier, l'art de conduire à l'épuisement ce qu'on ne peut pas détruire de face. Les écuries montrèrent que l'intelligence n'est pas ruse honteuse, mais rectification. Les oiseaux, que la technique, lorsqu'elle est bien employée, complète la vertu. Le taureau inscrivit la puissance dans la continuité des mythes. Les juments de Diomède, la justice qui, parfois, doit se retourner. La ceinture d'Hippolyte pleura la diplomatie brisée par les voix d'en haut. Le troupeau de Gérion dessina une géographie. Les pommes d'or enseignèrent une politesse de l'astuce. Cerbère, enfin, révéla que l'on peut poser un instant la main sur l'épaule de la mort pour lui rappeler qu'elle n'est pas tout. Dans la cour d'Eurysthée, chaque retour était un soir. On ne célébrait pas, on constatait le héros drapé dans la peau de Némée, la massue appuyée contre la hanche, écoutait l'ordre suivant comme un laboureur écoute la pluie qui vient. Il y avait dans son regard moins d'éclat et plus de profondeur. Les gens du peuple, qui n'ont pas besoin de grands mots pour savoir, devinaient que cet homme avait commencé par chercher la rédemption et qu'il avait trouvé mieux, une façon droite d'être vivant. Les dieux eux-mêmes, qui aiment tant se divertir de nous, se prirent à respecter ce service sans emphase. Héra surveillait toujours, Athéna souriait parfois, Zeus tenait sa foudre sans la lâcher, mais à mesure que la liste se défaisait, le monde, imperceptiblement, se rangeait. Il faut insister sur les transitions, car elles disent autant que les sommets, entre deux travaux. Héraclès dormait sous des toits de feuilles, partageait avec les paysans du fromage, des figues, un peu de vin léger. Il réparait son arc, graissait les lanières, aplanissait une écharde dans le bois de sa massue. Ce n'était pas des heures mortes, c'était des heures fondatrices. La force habite mal les corps qui ne connaissent pas le repos. Elle s'égare dans la dureté ou la bravade, en s'offrant des silences. Héraclès rendait à sa puissance sa raison d'être. Quand il quittait un hameau, on lui donnait ce qu'on avait, un pain, une jarre, un regard. Il ne refusait rien, par égard pour la main tendue. Ainsi avançait-il, non comme un ouragan, mais comme une respiration. Les paysages, eux aussi, faisaient leur œuvre. Némée, c'était la pierre et la sécheresse, l'herne, l'eau, l'odeur de vase, les moustiques au couchant, Sérigny, les ombrages frais où l'on pouvait, un instant, cesser d'être en alerte. Érimante, ce crissement vif de la neige sous la sandale, Hélice, la terre grasse que la rivière lavera, Stymphale, les roseaux qui vibrent comme des cordes, la crête, le sel et la falaise, la trace, la rudesse d'un sol qui sonne sous le pied, le pont Euxin, l'austérité digne d'une frontière, l'Espagne, ce cuivre dans la lumière, l'Atlas, où le ciel pèse à ras de tête, les enfers, enfin, que l'on ne décrit pas, mais dont chacun a la sensation enfouie, une fraîcheur d'argile, une odeur de pierre humide, un son étouffé. Le monde, comme un grand livre, lui tournait ses pages. Eurysthée,
pourtant ne devint pas meilleur à le regarder. Certains hommes ne se convertissent pas au spectacle des nobles efforts. Ils s'étrécissent. Sa peur à chaque aventure lui creusait un peu plus le visage. Il se cachait derrière des héros, donnait ses ordres à travers une porte, comptait ses jours comme on compte un siège. On pourrait mépriser. Héraclès ne méprisait pas. Il avait compris, quelque part entre la biche et le sanglier, que servir n'est pas flatter et qu'obéir n'est pas se renier. Il recevait, accomplissait, revenait. Le roi, tremblant, restait debout grâce à lui. C'était, à sa façon, une charité. À qui écoute ce récit pour apaiser son propre tumulte, chaque travail propose une prise. Le lion invite à serrer de près ce qui nous effraie, pour sentir qu'une fois étreint, l'effroi perd de sa taille. L'hydre nous rappelle que les problèmes prolifèrent si l'on ne cautérise pas la cause. La biche enseigne la lenteur qui n'est pas renoncement, mais fidélité. Le sanglier prouve que l'endurance a sa ruse. Les écuries réhabilitent les détours qui nettoient. Les oiseaux magnifient l'instrument juste, trouvé au bon moment. Le taureau de Crète met en garde contre les dettes vis-à-vis des dieux qu'on ne paye pas. Les juments de Diomède montrent que la violence, livrée à elle-même, blanchit le regard des bêtes autant que celui des hommes. La ceinture d'Hippolyte nous avertit des alliances que le bruit des faits. Gérion nous dit que la carte du monde se dessine à la mesure de nos pas. Les pommes d'or nous montrent la délicatesse qu'il y a à sauver sans humilier. Cerbère, enfin, nous apprend à tenir sous le menton nos peurs les plus anciennes, le temps de remonter d'un étage. Quand le 12e travail eut été rendu, Héraclès ne dressa pas de monument. Il s'assit, c'est tout, sur une marche, à la limite d'ombre d'un toit. Il regarda ses mains, les lignes profondes où l'on lit des métiers autant que des destinées. Le monde avait recouvré son ordre, non pas parfaitement, rien ne l'est, mais assez pour que les enfants puissent dormir sans sursauter au cri d'un oiseau de fer, assez pour que les paysans nettoient leurs granges sans vomir, assez pour que les chemins, de nouveau, deviennent des allées. La longue peine qu'il s'était infligée avait fait son œuvre. En lui, la force avait gagné sa politesse. On dit parfois que les 12 travaux sont un mythe de violence. On les raconte la voix haute, on les peint dans des couleurs qui éclaboussent. Permettez, ce soir, qu'on les reçoive autrement, comme 12 manières d'apprendre à être exact. Exact dans le coup porté, exact dans la demande faite, exact dans l'outil choisi, exact dans la parole donnée, exact dans la ruse polie, exact même dans la descente au-delà de la terre. De cette exactitude se dégage une douceur qui ne cherche pas les applaudissements. Elle tient compagnie, elle aide à respirer. Et lorsqu'on éteint la lampe, elle continue de veiller, comme veillant les feux très bas qu'on a couverts de cendres pour la nuit. Alors, si l'on veut, on peut revoir le lion glisser de ses épaules pour devenir manteau, entendre à nouveau la torche siffler au-dessus des coups de l'hydre, sentir sous sa main les muscles fins de la biche qui cessent de trembler. On peut voir la buée blanche devant les narines du sanglier, sentir l'odeur d'eau fraîche dans les écuries, revoir les crotales d'airain vibrer dans l'air clair du matin. Et, sur la mer, la corne blanche du taureau découper la ligne d'horizon. On peut entendre le bruit des morts aux juments apaisés, sentir le choc mat d'une ceinture qu'on pose sans triomphe, suivre d'un doigt sur la carte.
le trajet jusqu'à l'île rouge de Gérion, puis lever les yeux vers la montagne, où un homme soutient un instant le ciel pour laisser à un autre la liberté de courir. On peut enfin se tenir, une seconde seulement, devant la porte basse qui s'ouvre sur le royaume sans soleil, et savoir qu'on n'y entre pas seul, qu'une main antique, messagère et sage, fait signe, voilà, au milieu de la nuit française, ce que la vieille Grèce avait à dire. Un homme peut prendre sur lui des tâches extrêmes et les accomplir non pour s'élever au-dessus des autres, mais pour ramener la mesure dans les choses. Les 12 travaux, mis bout à bout, ne décèlent pas la terre, ils la remettent, et si le sommeil vient en lisant ces lignes, qu'il vienne comme vient une récompense, non l'oubli, mais la paix. Demain, d'autres obligations nous attendent. Elles n'auront pas la forme d'un lion ou d'un chien à 3 têtes. Elles ressembleront plutôt à des écuries qu'on n'a pas ouvertes, à un marais où les inquiétudes se multiplient, à un troupeau qu'il faut ramener sans perdre le chemin. Nous n'aurons ni massue ni peau invulnérable, nous aurons mieux les gestes apprivoisés d'un homme qui, au bout de 12 tentatives, a su que la vraie force n'écrase pas, elle range. Quand les 12 travaux s'achèvent, la rumeur des exploits ne s'éteint pas. Elle se transforme en un souffle plus bas, plus grave, comme la respiration d'une maison après la fête. L'on remet en ordre les armes, on lave la poussière des chemins, on parle moins haut. Héraclès marche plus doucement. Non qu'il soit brisé, il ne brise pas, mais parce qu'il sait désormais la mesure exacte de sa force, et ce qu'elle coûte quand on l'emploie sans orgueil. Dans les villes qu'il traverse, on l'appelle encore. On lui propose le pain et le vin. On lui demande de raconter l'hydre, le lion, le voyage vers l'Occident où le soleil rougit la mer. Il sourit, répond peu, préfère ces silences familiers qui n'exigent rien. La paix, même imparfaite, lui convient, c'est par elle qu'entre la lumière, et par elle aussi que la mémoire de Mégara se pose sans déchirer. Il s'attarde un temps à Trachy, près des pentes boisées du mont Euta, là où les vallées recueillent les vents comme des bols profonds. Déjanire est à ses côtés. Elle a ce regard attentif des femmes qui ont vu trop tôt la gravité du monde et qui choisissent, sans emphase, de demeurer. C'est dans ce calme après l'orage que le passé revient, non comme une vague, plutôt comme une rosée qui dépose sur les choses une lueur nouvelle. Un jour, bien avant Trachis, un centaure avait tendu son piège. Il s'appelait Nessos et, comme tant d'êtres nés du mélange, il alliait à l'intelligence des hommes la brutalité des bêtes. Il gardait un guet sur l'Évenos et offrait, contre paiement, de faire passer sur son dos les voyageurs. Déjanire, ce jour-là, s'était avancé sans crainte. La rivière gonflée roulait des cailloux qu'on entendait claquer sous l'eau. Nessos prit la jeune femme, traversa, puis, la sentant à sa merci, voulut s'emparer d'elle. La scène, racontée dans les veillées, s'adoucit d'elle-même. On n'y met pas de cris, on n'y met pas d'images sombres, on se contente de dire qu'une main ligote et qu'une autre défait. Héraclès, sur l'autre rive, vit le geste, banda son arc, décocha une flèche dont la pointe avait connu le venin de l'hydre de Lerne. Elle vola, fidèle et droite, traversa la distance, entra dans la chair du centaure. Nessos, blessé, sut que l'instant était sans recours. Il appela Déjanire d'une voix douce comme le lait gâté et murmura «
avec ce savoir des moribonds qui savent encore nuire, que son sang, qu'il présenta pour un philtre, conserverait l'amour d'Héraclès. Si d'aventure un jour l'homme se détournait, il parla de fidélité, de promesses, de miel versé sur la jalousie. La jeune femme recueillit, comme on recueille ce qui pourrait servir, un peu de cette substance dans un linge. Le mal avait pris la forme d'un remède. Les années, comme elles le font, enroulèrent sur cet épisode une fine poussière. La vie reprit ses gestes de base. La route, le camp, la halte, la maison qu'on ferme le soir, l'odeur de grillage et de pain chauffé. Les exploits n'empêchent pas le pain de lever, ni les vis d'une porte de grincer. Et Héraclès s'attachait à ces bruits simples comme à des preuves de paix. Mais le monde n'est jamais tout à fait comblé. Un manque, un pli, une ombre passe. Dans l'un de ces retours où l'on arrive couvert de fatigue et de lumière, il revint avec Iole, jeune femme au visage franc, qu'il n'avait pas prise par rapt, mais dont la présence auprès de lui disait l'oubli possible. Déjanire, qui n'était ni sainte ni statue, sentit se lever en elle une peur sourde, non la peur d'être moins aimée, mais la peur que l'amour change de forme et, ce faisant, déface la maison. Les femmes, plus que les hommes, connaissent la vérité des métamorphoses. Rien ne se perd, tout se déplace, et l'on souffre du déplacement plus encore que de la perte. C'est alors que le souvenir de Nessos revint, discret comme un tiroir qu'on ouvre sans bruit. Déjanire prit le linge, le trempa, composa sans le savoir un poison antique, et envoya à Héraclès une tunique qu'elle croyait bonne. Le jour était clair, la chaleur suffisante pour faire frémir l'air au-dessus des pierres. Héraclès reçut la tunique avec ce confiance des hommes qui ne soupçonnent pas la perfidie aux portes de leur maison. Il la passa, sentit d'abord une tiédeur, puis un picotement léger, comme une alerte sans importance, puis un feu. Le venin, réveillé par la chaleur, entra dans la peau, chercha les nerfs, s'y logea. Il essaya d'arracher le tissu, mais la trame était devenue chair. Tirer pour se sauver, c'était déchirer sa propre vie. Il appela, non de colère mais de stupeur, comme on appelle quand la logique du monde se défait. Ceux qui étaient là reculèrent d'un pas, incapables d'aider. On raconte qu'il secoua la tunique comme on secoue un filet, que des lambeaux de peau restèrent sur le vêtement, que le sol se tacha d'un rouge qu'on n'oublie plus. Il ne cria pas longtemps, il n'avait pas pour habitude d'abandonner à la douleur son droit de parler. Très vite, le héros prit la mesure de l'irréversible, ce qui est à l'œuvre. On ne l'arrête pas, on peut seulement choisir la forme de sa fin. Alors il demanda qu'on l'accompagne vers le tas. Le mont n'est pas haut comme un orgueil, il est haut comme une nécessité. Ses pentes brunes portent des pins dont la résine, lorsqu'on l'approche d'une flamme, prend feu avec un soupir. Il fallait un lieu à la mesure d'un adieu qui n'avilisse pas. Héraclès voulut le bûcher, non parce qu'il haïssait la terre, il l'aimait, mais parce qu'il savait que la purification passe par le feu et que sa part mortelle, saturée de venin, devait connaître cette brûlure qui marque la séparation. Le chemin fut long parce que la douleur le rallongeait. À chaque pas, la tunique collée à la peau resserrait ses mailles, et l'on voyait sur son visage la patience d'un homme qui marche encore et encore pour n'avoir pas à se coucher dans une chambre basse. Quand ils atteignirent la clairière, il n'ordonna rien. Il indiqua de la main. On rassembla du bois sec.
On dressa la plateforme avec ce soin simple qu'on met à préparer un lit. Pas trop haut, pas trop lâche, juste ce qu'il faut pour que la flamme soit nette. Alors, il se tourna vers ceux qui l'avaient suivi. Beaucoup baissèrent les yeux. L'allumé, qui oserait, pensait-on, porter le dernier coup? Le courage, on le déploie volontiers dans le bruit, dans cet instant de vérité silencieuse. Il se fait rare. Un jeune homme accepta, Philoctète, dont on ne retient parfois que plus tard l'exil et la blessure, mais qui fut d'abord ce bras ferme qui accomplit, sans emphase, la tâche que le héros demandait. Héraclès lui donna son arc illustre, arc de la victoire, arc parfois détesté, non comme un prix, mais comme un dépôt, disant par là que la force peut être transmise sans être dévoyée. C'était aussi une façon d'épargner à Philoctète l'idée d'un crime. Celui qui donne son arme autorise celui qui reçoit à poser le feu. Quand la flamme prit, elle prit d'un seul coup, avec cette douceur des incendies, juste où le bois, bien sec, consent. Les témoins dirent plus tard qu'il n'y eut ni cri ni convulsion, seulement un long soupir comme une voile qui se gonfle. La tunique soudée à la peau se consuma, mais ce n'était déjà plus la tunique, c'était la part mortelle d'Héraclès, ivre de poison, rendu à l'élément qui décompose pour rendre pur. On peut croire ou non que les dieux vinrent, on peut choisir d'entendre ou non la rumeur de l'Olympe qui s'ouvre. Toujours est-il que le récit, à partir d'ici, change de cadence. Là où nous regardions un corps se dissoudre, nous sommes conviés à regarder une âme s'élever. Le bûcher n'est pas une fin, il est une porte. Zeus, dit-on, ne pouvait pas ne pas voir. Les pères qui se sont trop longtemps tus connaissent, au dernier moment, la parole nécessaire. Il y a des regrets que seule une main tendue peut racheter. La nuée descendit comme un drap sur un sommeil, non pour étouffer, mais pour couvrir. Les flammes qui brûlaient la chair ne savaient plus prendre la part divine. La fumée, si l'on préfère rester terrestre, ou l'essence, si l'on consent à monter, prit la route du ciel. L'Olympe n'est pas un sommet géographique, c'est le lieu où les œuvres trouvent leur forme éternelle. Héraclès, qui avait tant servi en bas, fut accueilli en haut. Les dieux, qui rient parfois trop fort, gardèrent cette fois la gravité convenable. On ne rit pas devant une fidélité achevée. Héra était là, il fallait qu'elle y fût, non par goût du spectacle, mais parce que la paix, pour être réelle, demande la présence de celui qui avait déchaîné la guerre. Comment se réconcilie-t-on avec une femme qui a veillé 30 ans à vous barrer la route? Les mythes n'inventent pas de dialogue, ils montrent des gestes. Héra ne détourna pas le regard, elle ne s'excusa pas. Les dieux s'excusent peu, mais elle reconnut, en ne s'opposant pas, le droit de cet homme à entrer. La réconciliation divine ne ressemble pas à la nôtre, elle n'efface rien, elle transfigure. Le passé reste ce qu'il fut, mais il change de lumière. On dirait, en langage simple, que l'angle s'adoucit, que la blessure cicatrise. C'est alors que se joue le mariage avec Hébé, déesse de la jeunesse, fille de Zeus et d'Héra. Rien de tapageur. On oppose trop souvent la jeunesse à la fidélité. Hébé, elle, est la jeunesse comme durée, non l'euphorie, mais l'élan entretenu, en s'unissant à elle. Héraclès ne choisit pas l'oubli. Il reçoit l'assurance que l'âge de sa force ne se changera plus en violence malheureuse. En bas, le bûcher s'était éteint.
il restait une place ronde, un peu de cendre grise, l'odeur nette du pain. Ceux qui avaient assisté au départ rentrèrent lentement, la tête vide et pleine à la fois, comme après les cérémonies où l'on a à peine pleuré parce qu'il y avait autre chose à comprendre. Déjanire, informé, se retira de la maison du monde. Le récit ne la juge pas, il ne lui donne pas non plus l'asile des innocentes. Elle est cette figure douloureuse qui a cru au remède offert par la mort et qui, par se croire même, a déchaîné la pire des souffrances. Il est trop facile de la chasser d'une phrase. Il est plus juste de voir en elle l'humaine tentation de vouloir fixer l'amour. Nessos, dans son tombeau d'eau, possédait ce savoir. Rien n'est plus dangereux que la volonté de retenir ce qui n'a pas été donné pour être retenu. C'est tout le sens de la tunique. Elle colle parce qu'elle possède, elle tue parce qu'elle refuse le mouvement propre du cœur. La mort héroïque d'Héraclès n'est pourtant pas une punition. On se tromperait à l'entendre ainsi. Elle est l'accomplissement d'une ligne. Le venin de l'hydre, dont il avait armé ses flèches, revient comme un écho du premier combat. Ce que nous faisons au monde, le monde nous l'enseigne à la fin, non par vengeance, mais pour fermer le cercle. Dans la logique des contes, cela s'appelle justice poétique. Ce qui a servi, pour le meilleur ou pour le pire, reparaît au moment où l'on quitte la scène. Le bûcher, en ce sens, lave autant qu'il consume. La flamme n'est pas un tribunal, elle est un bain. Elle sépare le mêlé, elle rend à la terre ce qui n'était que terre. Elle délivre, de l'intérieur même de la douleur, la forme qui doit durer. L'apothéose, pour un esprit moderne, peut sembler une image naïve. On l'accepte volontiers dans les tableaux. Le ciel s'ouvre, des mains blanches tirent un corps lumineux. On l'accepte moins comme récit de vérité. Il est pourtant possible d'entendre l'apothéose sans croire aux nuées. On dira alors qu'Héraclès atteint, par la somme de ses œuvres, l'éternité des symboles. Il devient, pour toujours, ce patron discret des forces humaines mises au service du bien. Il devient cette icône intérieure qui, dans les nuits difficiles, nous rappelle qu'il existe une manière d'être fort sans écraser. L'entrée à l'Olympe peut se dire comme entrer dans la mémoire. C'est le même mouvement. Les dieux des Grecs ne sont pas des dieux de dogme, ce sont des visages de nos puissances. Que Héraclès siège parmi eux signifie que notre pouvoir d'agir, quand il consent à la mesure, prend rang parmi ce que l'humanité veut garder. Le mariage avec Hébé n'ajoute pas un feuilleton mondain à l'histoire, il en est le sceau. La jeunesse, ici, n'est plus l'âge, elle est l'accord. Elle signifie que la force d'Héraclès ne vieillira plus en rancœur ni en pesanteur. Elle se tiendra droite, souple, disponible, comme une corde neuve sur un arc dont la main a appris à ne tendre que ce qu'il faut. La paix avec Héra n'est pas un arrangement politique, elle est une paix ontologique, la puissance et la loi. La vitalité et la fidélité se saluent. Cela se passe au-dessus de nos têtes, certes, mais cela retentit en bas par ces gestes humbles où l'on choisit, chaque jour, de tenir parole. Il est naturel, le soir, de chercher ce que tout cela nous enseigne. Les mythes, s'ils ne nous donnaient qu'un spectacle, nous laisseraient au froid. Ils nous réchauffent parce qu'il nous concerne. Le piège de Nessos nous avertit que la jalousie aime se déguiser en soin et que l'amour, quand il s'agrippe, empoisonne celui-là même qu'il prétend sauver.
La tunique nous rappelle que certains dons collent et qu'il faut se défier des promesses qui prétendent rendre éternel ce qui n'a vocation qu'à rester vivant, et donc changeant. Le bûcher nous apprend la dignité de la fin voulue. Il n'est pas donné à tous de choisir l'heure ni le lieu, mais il est donné à chacun de choisir la forme, ne pas se laisser réduire à la plainte, ordonner, dans la mesure du possible, son dernier acte pour qu'il soit encore utile. L'apothéose nous dit que ce qui compte, finalement, ce ne sont pas les cris de la victoire, mais la musique de fond, la constance à servir, les forces rendues, l'orgueil tenu en bride, la joie d'obéir à ce qui nous dépasse sans nous écraser. Cette histoire, racontée à voix basse, n'est pas faite pour réveiller, elle est faite pour mettre en ordre. On pense à Mégara, à Déjanire, à Iole, à Philoctète. On pense aussi à ceux qui, dans notre siècle, ont mis leur puissance au service de quelque chose qui le méritait. Héraclès n'avait pas la douceur d'un saint, il avait mieux, la docilité d'un fort. Il connaissait la tentation de trancher trop vite, il a appris la nécessité de patienter. Il connaissait la jubilation de vaincre, il a appris la douceur de réparer. Il connaissait le risque de se croire au-dessus. Il a accepté de servir Eurysthée 12 années comme on accepte un maître intérieur. Et, à la fin, il a accepté d'être brûlé pour que sa force cesse de faire mal à sa chair. Cela s'appelle, dans le langage des peuples, sagesse. On pourrait, si l'on voulait, poursuivre en citant les poètes. Euripide qui montra l'homme brisé par la folie, Ovide qui fixa dans ses métamorphoses la tunique collée au corps, Pindare qui chanta la gloire domptée par la vertu. Mais il suffit, ce soir, de garder une image, une clairière, des troncs résineux, l'odeur de fumée qui ne pique pas, un héros allongé qui confie son arc à un jeune homme, et la flamme qui n'est plus un ennemi, mais un passage. À partir de ce jour, l'Olympe, si l'on veut y croire, possède un visage supplémentaire. Et notre mémoire, si l'on préfère, possède un exemple de plus. Les modernes aiment demander si l'histoire est vraie. Vraie. Elle l'est à la manière d'un ciel d'hiver, exacte dans sa lumière, fidèle dans sa ligne, peu soucieuse d'être photographiable, qu'un centaure ait tendu une embuscade, qu'une flèche ait volé, qu'un poison ait cuit au soleil sur une tunique. Ce sont là les pierres du récit. Mais la vérité qui nous sert vient d'ailleurs, elle vient de la structure qui se dessine. Nous avons, chacun, rencontré un Nessos qui nous propose de retenir. Nous avons, chacun, reçu ou envoyé quelques tuniques que nous croyions bonnes. Nous avons, chacun, vu se dresser, un jour, un bûcher, c'est-à-dire un moment où il fallait consentir à laisser brûler ce qui ne pouvait plus durer sans nous détruire. Et nous avons, parfois, senti la douceur d'une réconciliation improbable, quand la part en nous qui juge dur s'apaise, quand la part qui agit s'unit à la part qui prescrit. C'est cela, l'apothéose à notre portée. L'héritage d'Héraclès ne s'énonce pas seulement dans les musées, sur les amphores ou les marbres. Il s'énonce dans la mémoire opérante de nos jours ordinaires. Dans un bureau où les décisions pèsent, quelqu'un choisit de ne pas dominer par la force, mais de convaincre. C'est un peu du lion de Némée maîtrisé en soi. Dans une famille, quelqu'un, maugréant, nettoie patiemment les écuries d'Augias que la vie laisse en nous. C'est le passage des fleuves dans nos pièces encombrées. Dans une institution,
quelqu'un accepte d'obéir à un chef médiocre sans cesser d'être lui-même. C'est le service d'Eurysthée, qui honore moins le roi que celui qui sert. Et, parfois, quelqu'un renonce à garder ce qu'il aime pour que cela reste vivant. C'est le refus discret de la tunique, c'est-à-dire la compréhension que l'amour ne se fixe pas par ligature, mais par confiance. Il faut, pour dormir, que la pensée trouve un appui. Que cet appui soit une histoire ancienne n'a rien d'étrange. Les Grecs le savaient déjà, qui n'opposaient pas le mythe au vrai, mais le mythe au confus. Le mythe clarifie, il simplifie sans simplisme, il offre des formes pour que notre cœur, en s'y reconnaissant, se repose. Héraclès, tel que nous venons de le suivre, n'a pas voulu notre sommeil, mais il l'a rendu possible en ranguant pour nous les puissances qui nous traversent. À la fin, il n'y a plus ni cri, ni monstre. Seulement cette paix d'altitude où l'on comprend que l'on n'a pas besoin d'être un dieu pour vivre, comme s'il y avait, au-dessus de nous, quelque chose qui mérite obéissance. Reste, peut-être, une dernière image pour fermer la chambre. Imaginons la nuit sur le mont Euta, bien après que la cendre a refroidi. Les lucioles passent, la sève circule encore dans le bois. La clairière n'a rien d'un mausolée. Elle ressemble au centre discret d'une maison, après que les convives sont partis. Si l'on s'assoit là, si l'on pose la main sur la terre, on sent une chaleur ancienne remonter, non celle du feu, mais celle de la décision tenue jusqu'au bout. Alors, on sait que la mort d'Héraclès n'a pas été une chute, elle a été un relèvement, et l'on peut, sans forcer, fermer les yeux, non pour fuir, mais pour continuer d'entendre, dans la pénombre, la simple musique d'une vie forte devenue juste, d'une force juste devenue paix. Quand le récit retombe comme une respiration calme, on comprend qu'Héraclès n'est pas seulement un champion de la force, mais la forme même d'un chemin intérieur. Son histoire suit la courbe lente que Joseph Campbell a décrite, l'appel qui arrache au quotidien, les épreuves qui taillent l'orgueil, les alliés discrets qui guident, la descente au plus sombre puis le retour transformé. Le voyage du héros n'est pas un dispositif de compteur, c'est une manière de vivre. À travers lui, nous voyons comment une vie se clarifie en se mettant au service d'une mesure plus haute que soi. Sous cette lumière, chaque monstre se lit comme une figure intime. Le lion, c'est l'accès de colère qu'il faut étreindre pour le dompter. L'hydre, ce sont les problèmes qui repoussent si l'on n'en cautérise pas la cause. La biche rappelle le respect du sacré, c'est-à-dire de ce qui ne se possède pas. Le sanglier est la peur poursuivie jusqu'à l'épuisement. Les écuries d'Augias sont nos pièces encombrées qu'un grand courant peut laver. Les oiseaux de Stymphale, le vacarme anxieux qu'une méthode juste disperse. Le taureau de Crète inscrit nos actes dans un tissu plus vaste que nous. Les juments de Diomède retournent la violence à sa source. La ceinture d'Hippolyte, c'est la confiance brisée par la rumeur. Le troupeau de Gérion, la carte que nos pas dessinent. Les pommes d'or, l'intelligence polie qui épargne la lutte. Cerbère, enfin, la main posée un instant sur l'épaule de la mort pour remonter vers la lumière. De cette trame, l'art a tout retenu, silhouette noire sur les vases, marbre tendu de muscles, fresques de la Renaissance, musique, théâtre, jusqu'aux images animées et aux romans d'aujourd'hui. Parce que le mythe dit quelque chose de simple et de vrai,
La force devient juste quand elle s'ordonne à la paix. Voilà pourquoi la culture moderne continue d'y puiser, non pour répéter, mais pour reconnaître. Si cette veillée vous a apaisé et peut-être appris quelque chose, je vous remercie d'avoir partagé ce moment. Prenez une dernière gorgée d'air lent, laissez la nuit ranger vos pensées, et si vous souhaitez poursuivre ces voyages où l'on s'instruit en se détendant, abonnez-vous, laissez un like et rejoignez notre communauté nocturne, un cercle tranquille de curieux et de curieuses qui aiment s'endormir avec, au creux de l'oreille, la rumeur douce des histoires.